Bien, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience aussi sur un cas de mutualisation de ressources SIG dans la sphère de l'open source pour les parcs naturels régionaux pour lesquels je travaille en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis sur un profil de poste un peu atypique où, du coup, je suis mutualisé entre 7 parcs naturels régionaux. J'ai qu'un seul employeur, qui est le parc du Pilat. J'ai ma résidence administrative dans le parc du Vercors. Et donc, je partage mon temps à peu près à part égale avec tout le monde sur un socle d'outils communs open source et sur des compétences un peu plus spécifiques. Donc, on est sur des petites collectivités territoriales dans les parcs naturels régionaux pour lesquels je travaille, avec souvent 1 à 2 personnes maximum, personnes ressources sur le SI et le SIG en interne. Et donc, moi, je me substitue à aucun de mes homologues dans chacune des structures. Je suis plutôt là en complément et en appui ou en expertise sur des outils un peu plus spécifiques. Donc, je vais vous resituer un petit peu le contexte et les besoins qui ont amené à ce modèle de mutualisation. Le premier, c'était le besoin de mobiliser des solutions web SIG qui soient open source et qui répondent à des thématiques des parcs, la biodiversité, les activités de pleine nature, l'urbanisme, le paysage. Je ne les cite pas toutes, mais voilà, c'est globalement ces besoins-là qui ont stimulé la démarche. Vu qu'on parle d'outils web, on a eu très vite besoin de serveurs pour les héberger, ces outils, mais aussi de compétences spécifiques à mobiliser qu'on n'avait pas spécialement en interne sur les profils de poste très géomatiques, avec un peu d'admin 6, un peu de web, un peu de dev. Et puis l'envie de mutualiser la mise en place de ces outils en interparc avec une dynamique de réseau qui était déjà préexistante, puisque les parcs naturels régionaux de la région Aura sont chapeautés entre guillemets par une association loi 1901 qui les structure dans un réseau un peu informel, au-delà du réseau national animé par la Fédération des parcs naturels régionaux. Et puis, il y avait déjà des précédentes mutualisations, notamment sur des licences de solutions propriétaires. Je cite notamment la solution Aigle à l'époque de Business Geographic qui est devenue Géo. Voilà, il y avait des achats de licences groupées qui avaient été initiés à une époque pour répondre à ces besoins-là. Et puis, une forte sensibilité aux outils open source et une culture du libre déjà qui était présente auprès de mes collègues géomaticiens dans chacun des parcs. Donc, le périmètre de mes missions et de ce poste un peu mutualisé, il est éparpillé un petit peu comme sur ce schéma. D'abord, c'est l'administration d'une infrastructure technique partagée avec des serveurs hébergés sur lesquels on virtualise des environnements logiciels. D'apporter une expertise sur ces outils web à composante spatiale avec des solutions un peu spécifiques pour la gestion des données de biodiversité, tout ce qui a trait aux activités de pleine nature, les observatoires photographiques des paysages et puis de manière générale des facilités à publier des cartes dynamiques à destination de nos agents en interne mais aussi en direction du grand public. L'objectif aussi, c'est de pouvoir apporter un support technique SIG et TIC un peu plus large sur des compétences en administration de bases de données, sur des analyses spatiales un peu avancées, en sachant que voilà, mes homologues géomaticiens dans chacun des autres PNR sont souvent sur des postes multicasquettes. On n'est pas seulement géomaticien, on est souvent aussi l'informaticien de la structure et voire même des fois en charge de l'évaluation de la charte du parc, donc sur des questions d'indicateurs et d'analyse des politiques publiques. D'apporter aussi une veille technique et de structurer un pôle de ressources au niveau du collectif de géomaticiens qu'on constitue, et puis d'avoir une dynamique de réseau et de partage d'expérience qu'on essaie d'entretenir un peu au quotidien. Avec notamment, voilà, on se retrouve tous les 15 jours avec un petit temps qu'on appelle le géodège, où on en profite pendant une demi-heure pour faire un peu le tour des sujets qui m'occupent et des besoins actuels chez chacun. Donc, je vous parle rapidement de l'infrastructure partagée qu'on a structurée, qui n'est pas non plus une usine à gaz. On a 2 serveurs dédiés hébergés
chez OVH Cloud, qu'on a choisi de monter avec un hyperviseur qui s'appelle Proxmox. Donc, ces 2 serveurs sont montés en cluster et nous permettent de faire de la virtualisation d'environnement, à la fois par parc, donc par PNR, et aussi par solution applicative pour limiter l'interdépendance fonctionnelle et dissocier vraiment les environnements logiciels afin qu'ils puissent évoluer librement et à vitesse variable. Donc, ça implique beaucoup de maintenance, du support qui augmente en permanence. Aujourd'hui, on a environ une trentaine de machines virtuelles pour une petite dizaine de solutions applicatives. Et puis, on a encore des progrès à faire parce que forcément, on n'est pas des admin 6 purs et on a une infrastructure de sauvegarde notamment qu'on projette de renforcer avec une solution qui s'appelle Proxmox Backup Server, entre autres. Même si on a quand même de la sauvegarde, on n'est pas non plus dans les choux. Et puis, cette infrastructure, elle nous sert à héberger un socle d'outils communs. Donc, je vais vous citer un petit peu les principales briques logicielles avec lesquelles on travaille sans forcément rentrer dans les détails ni vous en faire une démo. En revanche, sur la présentation, vous retrouverez pas mal d'hyperliens sur ces pages-là avec des renvois sur des réalisations qui ont pu être faites dans chacun des parcs. Alors, certaines applications sont des applications métiers où il y a nécessité de s'authentifier. Vous n'aurez pas forcément accès à celle-ci, mais en revanche, il y a le petit logo GitHub en haut à droite de chaque encadré qui vous permet de rebondir sur le dépôt du code source de chaque solution où là, vous aurez pas mal de ressources. Donc, la première qui a été un peu à l'origine de la démarche de mutualisation autour de mon poste, c'est une application qui s'appelle GeoNature, qui a été développée à l'initiative des parcs nationaux français et du parc des Écrins en particulier, et qui est une application web, mais aussi mobile, qui permet de faire de la saisie, de la gestion, de synthétiser et de diffuser des observations de faune et de flore. Il y a une brique logicielle satellite qui s'est développée ensuite, qui est plus orientée en direction du grand public, qui s'appelle GeoNature Atlas et qui permet de valoriser des données d'observation de faune et de flore dans un atlas web grand public avec une ergonomie simplifiée et optimisée. C'est vers cet outil-là que je renvoie les liens que je vous ai mis dans l'encadré. Une autre brique satellite à GeoNature qui s'est développée dans un second temps, qui s'appelle GeoNature Citizen, qui est aussi une application grand public et qui permet de faire de la collecte participative de données spatiales orientées sur la biodiversité. Donc voilà, toutes ces solutions, elles ont été soit développées en interne par des structures publiques, soit externalisées auprès de prestataires qui développent dans la sphère open source. Une autre application qui est très utilisée depuis plus de 10 ans maintenant dans les parcs naturels régionaux et pas que, c'est GeoTrek, qui se compose d'une application métier qui s'appelle GeoTrek Admin et qui permet de faire de la gestion de données spatiales pour tout ce qui est activité outdoor, mais aussi contenu touristique à l'échelle d'un territoire. Donc des itinéraires, des sites, des points d'intérêt, de la signalétique, de la gestion de réseau, de chantiers d'intervention sur ces réseaux. Donc une application assez complète qui compte, je pense, plus de 150 structures utilisatrices en France maintenant. Et puis une application grand public qui s'interface avec, qui s'appelle GeoTrek Rando et qui est un portail de valorisation de ces activités à l'échelle d'un territoire. Donc là, vous retrouverez aussi un certain nombre de liens qui vous permettent de voir des exemples de réalisation. Une autre application qui, elle, est à la fois métier et grand public, parce qu'elle a un back-office qui permet d'administrer les données, mais c'est avant tout une application de valorisation de données spatiales et photographiques, d'observatoire photographique des paysages. On a aussi beaucoup investi ces dernières années dans la mise en place de portails cartographiques multithématiques pour valoriser des bases de données spatiales autour des solutions QGIS Server, LISMAP et avec bien sûr en back-office PostGIS, en système de gestion de bases de données spatiales. Donc voilà, c'est une manière... c'est un outil très facilitateur pour mettre en ligne
des données, des cartes et pouvoir les interroger à la fois en direction de nos agents, mais aussi un petit peu du grand public quand on n'a pas forcément les outils spécifiques qui ont été développés sur la thématique en question. Et puis plus récemment, on a investi le champ de la saisie de données spatiales sur le terrain avec une solution bien connue maintenant qui s'appelle QField. Et plus récemment, on a mis en place un serveur QField Cloud qu'on auto-héberge pour optimiser les synchronisations avec des bases de données distantes. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon du socle d'application sur lequel j'interviens. Les plus-values de cette dynamique de mutualisation, c'est à la fois de l'économie de sous-traitance et de recours à des prestataires spécialisés. L'idée, ça a été d'internaliser, de capitaliser des compétences complémentaires à celles des géomaticiens présents dans chaque parc et de le faire de manière concertée. Ça permet d'avoir pas mal de réactivité sur les sollicitations techniques des équipes et les interventions d'assistance, de faire aussi des économies d'échelle sur l'hébergement, la maintenance des serveurs. Alors, où je ne suis pas tout seul à opérer, hein, on a aussi des prestataires spécialisés et très portés sur l'open source qui nous accompagnent sur des gros process de migration, de mise à jour. Et puis, ça nous permet d'investir sur des outils libres et open source, même si on ne le fait jamais assez. Et voilà, on est toujours un peu limité par les moyens qu'on a à disposition pour financer des développements, des contributions à ces projets, mais on essaye de progresser. Ça a la vertu aussi de nous obliger à du transfert de compétences collectives sur ce socle d'outils communs. On met un point d'honneur à essayer que ce ne soit pas que les compétences un peu spécifiques se recentrent pas sur une personne, mais qu'on puisse aussi se faire de la transmission en réseau. Donc ça occasionne de l'organisation d'ateliers techniques, de workshops 1 à 2 fois par an où on se retrouve tous pendant 2-3 jours et où on s'enferme pour travailler sur un sujet commun. Ça nous permet cet apport opérationnel immédiat et puis surtout de cultiver la dynamique de réseau en interparc où on travaille beaucoup sur des thématiques et des besoins communs. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Alors, il y a une question, mais qui me semble-t-il n'est pas spécialement adressée à Xavier, sur les parcours de chacun des intervenants, formation initiale en géomatique ou pas, ou parcours plutôt informatique. Je ne sais pas si on va voir si on a le temps de faire le petit tour de table très rapide, mais peut-être je vais plutôt prendre la question qui a dû être posée par Guillaume dans les questions là. Le choix de l'open source est-il lié à l'esprit de mutualisation des acteurs, des compétences des géomaticiens des PNR, des gains financiers identifiés ou autre motivation pour le choix de l'open source? Oui, c'est un peu tout ça mélangé, hein. C'est surtout comme je le disais, une culture du libre qui est déjà bien intégrée dans les parcs naturels régionaux, hein, au-delà des solutions SIG. Alors pas tous, hein, parce qu'on a aussi nos différences, mais il y en a beaucoup qui ont fait le choix d'aller sur du libre, sur des solutions de bureautique comme LibreOffice par exemple, hein, sur des serveurs mail, sur des choses comme ça. D'autres qui sont sur des suites Microsoft, hein, donc il n'y a pas de règles et on ne s'impose rien à ce niveau-là. Mais oui, c'est plutôt une volonté des équipes hein, d'aller vers ces solutions-là parce qu'elles sont aussi, en tout cas, on les juge vertueuses. Ok. Je ne sais pas si, Guillaume, tu veux qu'on fasse le petit tour très rapide des parcours des intervenants ou on est un peu hors sujet et on y répondra plutôt dans la FAQ? Non, si chacun en 2 mots peut dire un peu son parcours. Après, je ne sais pas si la question aussi ne portait pas sur les géomaticiens des PNR, parce que je pense qu'il y a aussi une question par rapport à ça. Et Xavier, tu l'as en partie abordé, hein, le profil de tes collègues est important, je pense, pour que le projet fonctionne.
Ouais, bah, le profil de mes collègues et le mien est sensiblement le même, hein. On a tous plutôt des formations de géomaticiens, voire de géographes. Et on a développé au fur et à mesure on a essayé d'acquérir en tout cas des compétences un peu satellites voilà, autour de l'administration système, de tout ce qui est réseau, du web aussi beaucoup, parce que c'est souvent là-dessus qu'on a beaucoup de demandes et de besoins qui s'affirment. Mais à la base, oui, on a plutôt tous des profils géomatiques purs, quoi. Ok. Sébastien, peut-être, et Jean-Marie, vous pouvez aussi donner un peu votre profil. Comme la question a été posée, ça nous permettra de répondre à la question. Jean-Marie, je t'en prie. Ou je prends la parole. Moi, j'ai un profil à la base développement et gestion de projet, mais plus IHM, de par mes études. Et puis après, le SIG est venu à moi plus par opportunité dans le cadre de mon travail. Oui, Jean-Marie. J'ai une formation à la base de photographe et de géographe. Et j'ai basculé assez rapidement sur l'informatique. Et plutôt en DAO, en doctrine, et puis les autres. D'accord. Très bien. On notera ça dans la FAQ. Je regarde. Ouais, c'est Guillaume qui pose les questions, j'imagine, pour l'équipe Data Grand Test. Oui, c'est moi, oui, en effet. Comment garantir la pérennité du système mis en place? La volonté politique sera-t-elle suffisante dans le temps, selon toi, Xavier? La volonté politique y participe certainement, ouais, c'est sûr. Après, garantir la pérennité du système mis en place, c'est d'avoir quelque chose de structuré un peu sur mesure. Donc c'est qu'on n'a pas de dépendance à des licences ou à des coûts de licence. C'est déjà une bonne garantie de pérennité, je trouve. Après, ça implique effectivement de continuer d'investir dans les ressources qu'on mobilise, financières ou humaines, à l'échelle d'une structure ou même là de plusieurs, puisqu'elles travaillent de concert et elles ont conventionné entre elles pour arriver à ce modèle-là. Après, oui, on le remet en question régulièrement, puisqu'on a toujours besoin de plus d'outils, de plus de robustesse aussi dans l'infrastructure qu'on a mis en place. Donc, la pérennité, elle n'est jamais garantie, mais en tout cas, on essaie de se donner les moyens pour.